sans énergie, on ne peut pas construire une dynamique économique. Et Dieu sait que la région du Grand Est, alors je l'ai découvert, Président, pardonnez-moi, hein, personne n'est parfait, est oui, on peut dire une sorte d'Eldorado économique où beaucoup de choses se font. Alors on avait vu d'ailleurs comment votre région était un peu pilote en matière de transition, tout ce que vous aviez mis en place. Et ce soir, avec nos invités, Président Leroy, Marie-Cécile Tardieu, qui est la directrice générale déléguée de Business France, soyez la bienvenue, et Céline Gris, qui est la dirigeante, la présidente du groupe Gris. Alors c'est un groupe familial, hein, je crois que c'est votre papa qui s'occupait, qui a fondé il y a 40 ans le groupe Gris, qui fabrique des composants mécaniques et des produits de fixation pour le marché automobile et puis pour d'autres industries. Vous êtes implanté justement à la fois en Lorraine, avec, je crois, le concours de Business France, puis aussi en Allemagne. Donc ça serait intéressant d'avoir peut-être votre double vision, parce qu'on le disait en échangeant des points qui étaient un peu... Voilà, la France a enregistré un premier trimestre de croissance légèrement négative, alors que l'Allemagne est en récession, elle, depuis un certain temps. Donc ce serait intéressant d'avoir votre vision d'industriel de part et d'autre. Président Leroy, je vais commencer tout simplement avec une question très simple. On voit, et on en parlait avec Madame Tardieu, votre région est l'un des leaders en matière d'accueil d'investissements étrangers. Alors c'est quoi? C'est la proximité de la frontière, ou bien vous avez des spécificités qui font que les investisseurs étrangers préfèrent le Grand Est à une autre région française? Alors déjà, je voudrais vous saluer toutes et tous. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui et ravi également, vous l'avez évoqué tout à l'heure, de pouvoir enchaîner à la fois un débat autour de Grand Est Région Verte et un débat autour du développement économique, parce que certains ont tendance à opposer l'un à l'autre. Notre conviction, c'est qu'on peut faire du développement économique tout en étant plus responsable dans notre approche du climat, de la biodiversité, et on revendique dans le Grand Est cette double dimension, être plus vertueux en matière par rapport à l'environnement et en même temps performant sur le plan économique. Alors pour répondre à votre question, il y a plusieurs éléments. Je pense que le premier élément qui joue en faveur du Grand Est, c'est ces 750 km de frontières avec la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne et la Suisse. On est ouvert sur l'Europe et pour des investisseurs étrangers qui viennent chez nous, ils ont le sentiment d'être à la fois en France et en Europe en même temps. Ça compte beaucoup. Deuxièmement, il y a une tradition industrielle chez nous, très ancienne. Ce qui fait que là où dans certaines régions, l'arrivée d'une industrie n'est pas forcément bien perçue par la population, chez nous, il y a une culture industrielle depuis des générations. On a tous des parents, des grands-parents qui ont travaillé dans l'industrie, et donc l'industrie, c'est dans notre ADN, quelque part. Et donc la reconquête industrielle à laquelle appelle l'État français, après ce qui s'est passé en 2020-2021, la volonté de réindustrialiser la France, très naturellement, on fait partie des régions, avec les Hauts-de-France notamment, qui voient arriver de très nombreux projets industriels. Ce qui est également intéressant, c'est qu'on est une grande région d'énergie. On a 3 centrales nucléaires en fonctionnement. Très certainement, le 4e EPR qui sera annoncé dans la région Grand Est. Et une énergie renouvelable importante, puisqu'on est la région qui incorpore aujourd'hui le plus d'énergie renouvelable dans son mix énergétique. Et aujourd'hui, pour les entreprises, avoir la garantie d'avoir de l'énergie, qui plus est une énergie assez fortement décarbonée, qui le sera encore plus dans les années qui viennent, c'est également un élément important qui très certainement favorise les choses. Et puis on a des partenaires, Business France en fait partie, une relation très particulière avec l'État dans notre région, et j'en débat et j'en discute avec d'autant plus de facilité que je n'y suis pour rien. C'est mon prédécesseur qui avait instauré ça. Au cœur de la crise en 2020, quand tout s'était arrêté, il avait été voir la préfète de région, qui est toujours la même préfète de région, pour dire voilà, on ne peut plus travailler chacun dans notre coin, on peut plus. On a devant nous un tel choc économique qu'il faut non pas qu'on fusionne nos équipes, mais presque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les dossiers qu'on aborde, on les aborde État-région ensemble. Nos collaborateurs se connaissent. Je déjeune avec la préfète tous les mois avec ses collaborateurs et les miens. Et aucun dossier n'est entaché de tension entre une DREAL, une DDT, la région, etc. Ce qui fait qu'on parle aux investisseurs étrangers d'une seule et même voix. L'État se démène pour lever les obstacles administratifs, là où on apporte les aides qui vont bien, là où les territoires disposent du foncier qui a été dépollué, etc. Donc il y a vraiment une entente entre les acteurs qui
simplifie le parcours pour l'investisseur. Donc la région Grand Est, Président Leroy, on l'a compris, fait partie de l'Europe, on peut dire comme ça. Elle a une énergie abondante et un mix énergétique. On a quand même Strasbourg comme capitale régionale. Intéressant. Voilà, bon, alors, la relance du nucléaire aussi, hein, vous avez parlé d'EPR, mais c'est vrai que il y a quelques années, on devait fermer 14 réacteurs. Maintenant, on se relance dans des petits modules nucléaires. D'ailleurs, à la COP28, chère Marie-Cécile Tardieu, d'où vous venez, on a annoncé, les dirigeants ont annoncé, y compris le Japon, qui pourtant a vécu Fukushima en 2011, un triplement de l'énergie nucléaire et, bien sûr, à côté du mix énergétique. Marie-Cécile Tardieu, à côté, alors peut-être un mot de présentation quand même sur Business France, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, ce que représente ce guichet tellement important pour les entreprises. Et puis ensuite, j'aimerais que vous complétiez peut-être, vu de Business France, quels sont les atouts d'une région comme Grand Est, au-delà du caractère transfrontalier, au-delà du mix énergétique, quels sont pour vous les atouts de cette région ? Merci beaucoup pour l'invitation. Business France, c'est l'agence nationale qui vise à permettre l'internationalisation de l'économie française. Alors, cette internationalisation, elle passe d'abord par l'appui à nos PME, ETI pour qu'elles aillent à l'export et qu'elles considèrent l'export comme finalement quelque chose qui est inhérent à leur activité. L'export, ce n'est pas ce qu'on fait après le reste. L'export, ça permet vraiment de se développer et de aussi se confronter à la concurrence internationale et puis de trouver les marchés qui permettent de survivre et puis de croître. On s'occupe aussi de faire venir les investisseurs étrangers. Tous ceux qui peuvent voir dans notre pays à la fois une source de croissance et aussi des opportunités pour que ces investisseurs développent de nouvelles technologies, contribuent à ce repositionnement notamment des chaînes de valeur mondiales. Et enfin, nous accompagnons le volontariat international en entreprise. Le VIE. Le VIE, ces jeunes, moins de 28 ans, qui peuvent aller au sein des entreprises françaises, notamment des PME, mais pas seulement, les aider à aller à l'international. Et c'est un dispositif fantastique, à la fois pour aider les entreprises, mais aussi pour donner un goût international à ces jeunes. Si on revient sur les atouts de la région, ce qui est très important, c'est d'avoir effectivement ce travail collectif. On est dans une compétition mondiale. Compétition où chacune des agences qui font le même travail que Business France arrive en disant on est au cœur de l'Europe, on est fantastique. Et donc, qu'est-ce qui aujourd'hui est très important, c'est l'agilité. L'agilité, c'est de pouvoir répondre rapidement aux interrogations des investisseurs. Et le travail qu'a fait la région pour mettre en place en fait, cette agilité, travailler avec tous les acteurs, que ce soit à l'export, les Team France Export, que ce soit pour l'attractivité Team France Invest, c'est fondamental. Il faut vraiment qu'on soit agile. Ensuite, c'est la cohérence. Il faut aussi savoir quels sont ses points forts, quels sont ses points distinctifs et aller vers cela. Et donc, on a une stratégie régionale qu'on peut lire, qu'on peut comprendre, sur laquelle nous, Business France, on peut dire, on sait que cette région, elle a l'industrie 5.0 en priorité. Cette région, elle a la digitalisation en priorité. Elle a la santé. Et donc, ça nous permet aussi de pouvoir parler avec des investisseurs, avec déjà des arguments qui peuvent être prêts pour incarner en fait, l'attractivité générale de la France. La France, elle est aujourd'hui, pour la 4e année consécutive, la première destination d'investissement direct étranger en Europe, devant les Anglais, devant les Allemands. Mais on a besoin d'incarner cette attractivité par finalement des conditions locales qui soient adaptées à ce que cherchent les investisseurs. En fait, l'attractivité, c'est un relais. Nous, Business France, on a des bureaux à l'étranger. Dans ces bureaux à l'étranger, on recueille des cahiers des charges des investisseurs. Et on passe le relais aux régions qui font le dernier kilomètre, qui font les derniers mètres pour l'implantation. Et dans un relais, comme vous le savez, ce qui compte, c'est que le passage y soit fluide. Chacun fait sa course. Dans un relais, vous n'avez pas à faire la course vous ne courez pas après votre zone pour vérifier, pour aller jusqu'au bout. Vous passez le bâton dans une zone et il faut que cette technique de passage du bâton, elle soit extrêmement fluide, extrêmement rapide. Puis si après on repart, je vous dirai toutes les autres courses. Bien sûr. Parce qu'il y a d'autres courses que le relais. Donc, pour l'attractivité. Si je résume au-delà des points qu'avait mis en avant le président Leroy, il y a aussi cette idée qu'il y a une stratégie industrielle d'implantation sur laquelle on va revenir tout de suite. Mais je voudrais vous poser une question. Vous parliez, Marie-Cécile Tardieu, d'entreprises, de PME françaises qui finalement, souvent,
n'ont pas la taille suffisante pour exporter. Vous exportez sur les 47 millions de chiffre d'affaires de votre entreprise, 65% se fait à l'exportation. Alors, aussi loin que ma mémoire fonctionne, Yves Gégaud s'en souviendra sans doute, Renaud Dutreil, quand il était ministre de l'Industrie, avait lancé le plan Gazelle. Alors le plan Gazelle, c'était une idée très simple, c'est qu'on se rendait compte que les PME françaises n'avaient pas de taille suffisante et qu'il fallait les faire grandir comme leurs concurrentes allemandes pour que précisément elles soient efficaces à l'exportation. Est-ce que vous, Madame Gris, avec l'histoire de l'entreprise que vous allez nous rappeler, vous avez eu besoin de plans, j'allais dire, d'État pour faire les 65% d'exportation que vous faites? Vous avez ce site en Lorraine et ce site en Allemagne. C'est une bonne question. Alors, je pense qu'en fait, la taille critique est très importante, certes, mais finalement, je voudrais illustrer ce qui a été dit jusqu'à présent. La situation géographique de l'entreprise dans le Grand Est, quelque part, a permis d'ouvrir des portes en ayant une taille critique plus petite. Parce qu'en fait, on est à l'export depuis de nombreuses années, même bien avant les 10 dernières années, où on a fait cette croissance externe pour s'implanter en Allemagne. Donc ça veut bien dire qu'en fait, la proximité, le côté limitrophe avec notamment l'Allemagne, mais la Belgique aussi, parce qu'on a des clients importants sur ces pays-là, a aussi suffi et nous a rapprochés en fait des marchés à l'export. Donc aujourd'hui, effectivement, on fait à peu près 50 millions de chiffre d'affaires. On fait 40% de notre chiffre avec l'Allemagne. Je sais que la région, je ne crois pas dire une bêtise, en industrie est quand même le premier exportateur, avec le premier partenaire qu'est l'Allemagne. Donc nous, on est vraiment l'illustration même. Notre portefeuille client, le top 5, c'est Daimler, c'est MAN, c'est ZF, c'est tous ces beaux constructeurs et équipementiers allemands. Et puis c'est aussi un gros client belge. Donc voilà, et évidemment quand même nos partenaires français, Renault et Stellantis. Et une fois de plus, si je prends que le cas de Stellantis par exemple, on a les usines de Borny, de Trémery qui sont juste à côté. Et c'est des gens qu'on livre directement, quoi. Après, la taille critique, évidemment, est importante. Le sujet est plutôt après un sujet de compétitivité, surtout aujourd'hui dans le marasme un petit peu de la filière auto, qui depuis 2019... Avec les difficultés de l'Allemagne et de ses constructeurs automobiles. Complètement. Et du coup, on peut parler un peu de la filiale allemande, effectivement. On sent que l'Allemagne est en récession et en difficulté. Et là où il y avait vraiment une force importante, même sur le savoir-faire, même sur les compétences en interne de l'entreprise, aujourd'hui, ils ont les mêmes difficultés que nous. Donc, on pourra parler certainement après un peu du côté formation, parce que dans le Grand Est, je pense qu'on a de belles écoles, beaucoup d'écoles d'ingénieurs, l'Université de Lorraine, les CFAI, etc. Et donc, c'est important. Pour autant, on a quand même un vivier qui manque de gens experts, parce que là, on est sur le sujet de la promotion de l'industrie, plus de l'après-Covid, enfin voilà, d'un sujet. Alors, je vais revenir vers vous pour parler de formation, mais aussi de main-d'œuvre, parce que c'est l'une des incohérences absolument incroyables dans ce pays, c'est que même si peut-être, madame, le taux de plein emploi s'éloigne un peu plus on s'approche de lui, c'est l'un des objectifs du président de la République, puisque le taux de chômage remonte un peu, on a en même temps des entreprises, quels que soient les secteurs, qui cherchent de la main-d'œuvre et qui n'en trouvent pas. Donc on parlera de formation et d'emploi dans quelques instants. Mais Président Leroy, 2 questions. Madame Tardieu mettait en avant la stratégie que vous mettez en place. Donc vous allez nous la commenter, nous la développer, nous la détailler. Et puis Madame Tardieu disait quelque chose d'important. Elle disait en fait, la France, mais aussi les régions, comme celle du Grand Est, sont en concurrence internationale. Quand vous voyez ce que Biden a mis en place aux États-Unis, ce qu'on appelle l'IRA, l'Inflation Reduction Act, avec à la fois des subventions pour les entreprises, BASF est en train de délocaliser son siège aux États-Unis, avec des subventions, plus une énergie pas chère qui s'appelle le gaz de schiste. Quand on est la région Grand Est, évidemment, on regarde ça de près aussi. Alors, ce qui a changé déjà dans le paysage, c'est l'émergence des grandes régions. Il y a eu d'abord, avec des régions plus grandes, plus fortes, plus influentes, plus puissantes financièrement parlant, on a une capacité d'action qui est meilleure. Deuxièmement, il y a encore quelques années, avant la loi NOTRe notamment, tout le monde faisait un peu de développement économique. L'échelon local, l'échelon départemental, l'échelon régional, ce qui fait qu'on ne parlait pas d'une même voix. Vous évoquiez tout à l'heure l'unité de commandement, quelque part, est importante. Aujourd'hui, le paysage administratif s'est simplifié pour les investisseurs étrangers parce qu'ils savent qu'il y a l'État avec sa force de frappe et Business France qui est là.
Il y a ensuite la région et il y a ensuite l'échelon local. Et l'État qui vient accompagner tout ça avec son réseau de sous-préfets, ses services qui sont aujourd'hui incontestablement des facilitateurs dans les implantations d'entreprises. Donc ça a déjà simplifié un peu le paysage. Derrière, quelle est notre stratégie? C'est déjà on a développé une agence d'attractivité, des agences d'attractivité sur l'ensemble du territoire qui parlent tous la même langue et qui vendent tous les mêmes atouts de nos territoires. On a une agence qui s'appelle Grand Innov Plus, dont l'un des rôles est d'aller chercher justement sur les marchés extérieurs des investisseurs potentiels, qui est capable aussi de détecter dans le tissu existant les perspectives de développement qu'ont certaines entreprises pour accompagner ces entreprises. Et le lien est permanent entre nos équipes et Business France, par exemple, parce qu'on travaille pour la même cause. La même cause, c'est le développement économique de la France, qui passe évidemment par le développement économique des régions. Donc on travaille vraiment là-dessus en étroite collaboration. On parle la même langue. J'allais dire, je suis président de région depuis 11 mois, donc je suis assez nouveau dans la fonction. J'ai été assez stupéfait de voir avec quelle facilité on pouvait appeler le ministre de l'Industrie, régler un problème sur une opportunité sur laquelle il faut 48 heures pour qu'on se positionne. Tout ça fonctionne avec une fluidité et ça explique très certainement les performances de la France depuis 4 ans, qui effectivement aligne les titres de pays le plus attractifs, ce qui n'était pas le cas avant, parce que très certainement qu'avant, notre organisation territoriale était perfectible, voire défaillante, que l'État lui-même n'était pas mobilisé comme il est aujourd'hui. Et quand on aligne les planètes et quand tout le monde parle le même langage, oui, les mêmes propositions, fait en sorte d'être chacun le facilitateur de l'autre, et bien comme par hasard, quand on a un Choose France chaque année, on enregistre des performances extrêmement importantes. Et puis, le succès appelle le succès. C'est comme un club de foot ou un club de rugby qui se met à aligner les victoires. Plus vous alignez les victoires, plus vous avez confiance en vous-même, plus vos équipes sont galvanisées et plus tout ce monde s'active pour aller chercher sur le poids plus de la concurrence internationale pour une région comme Alors, l'autre. la question de l'IRA est une question... Par exemple. La question de l'IRA est une question qui, évidemment, a changé la donne sur un certain nombre de gros investisseurs. Je me souviens d'un projet qui devait arriver, un projet indien qui devait arriver à Sarreguemines qui s'appelait REC Solar. Tout était planifié pour qu'il arrive à Sarreguemines. Et subitement, l'IRA arrive, les Indiens font leur compte. L'avantage pour eux, c'est d'aller aux États-Unis. Et alors même que le dossier était quasiment signé, ils partent aux États-Unis. Fort heureusement, derrière, on a pu trouver Holosolis, qui est un projet européen, né en France, mais à fond européen. Et on va accueillir en lieu et place de REC Solar plus d'emplois, plus d'investissements capitalistiques sur le site. Et on va créer le premier opérateur fabricant de panneaux photovoltaïques 100% européen. Donc, quelque part... c'est un mal pour un bien. Alors qu'on a exporté longtemps des panneaux photovoltaïques de la Chine. Importé. Oui, énormément. Oui. On importe encore l'essentiel. Bien sûr. Mais l'objectif demain, c'est d'avoir chez nous, mais comme donc Joe Biden Xavier Bertrand pourrait dire la même chose avec les gigafactories sur les batteries. Oui, voilà, l'Europe a joué un rôle extrêmement important. Le Green Deal a joué un rôle extrêmement important. La France s'est mobilisée et les régions aujourd'hui une capacité de mobilisation qui est infiniment supérieure à nos anciennes régions. C'est pas une critique par rapport à nos anciennes régions ou à leurs dirigeants. Simplement, quand vous pesez plus lourd, quand vous êtes capable de vous mobiliser de manière incomparablement plus forte, vous emportez le morceau, si je puis dire. Madame Tardieu, j'ai une question facile et une question difficile. Je commence par laquelle? Alors, je vais commencer par la facile. Comment, très concrètement, Business France accompagne le développement économique de la région Grand Est? Parlez-nous de Team France Export, de Team France Invest. Et puis la question plus difficile, oui, bien sûr, on voit bien les tableaux qui sont produits chaque année avec le niveau d'investissement direct étranger, ce qu'on appelle les IDE. Très bien. Mais on remarque aussi que ces IDE sont souvent liés à des subventions de l'État et que parfois, quand ces subventions sont asséchées ou terminées, l'IDE a tendance à disparaître ou à partir. Commencez par la question facile ou difficile? Je vais commencer par la question qu'on peut dire difficile, mais qui est en fait les patents. La raison pour laquelle un investisseur vient est rarement une subvention. Ça entre en considération pour réduire le coût, le gap de compétitivité. Mais en fait, ce que vient chercher un investisseur, il vient chercher des clients. Il vient chercher des clients, il vient chercher des fournisseurs. Fondamentalement, et c'est une des forces, quand on dit du tissu économique du Grand Est, c'est d'avoir cette possibilité de créer autour de l'investisseur un écosystème. Ce qui est
par contre, très important, c'est que l'investisseur puisse continuer à se moderniser. Ça, c'est un défi que va avoir notre tissu industriel. Moi, je parle peu de réindustrialisation, je parle beaucoup de néo-industrialisation. Je pense qu'on a vraiment un défi qui va être le nôtre, de repenser l'industrie, de moderniser notre industrie, de compacter nos usines, parce qu'on a souvent des usines qui sont quand même relativement étendues, et on a des enjeux énergétiques, des enjeux aussi de digitalisation. Donc ça, c'est l'accompagnement que l'on doit faire des entreprises qui sont déjà présentes. Ça fait partie de notre travail de l'attractivité. C'est pas simplement d'aller chercher les nouveaux, mais c'est de bien s'occuper de ceux qui sont déjà présents, qui peuvent être considérés comme français, puisque ce sont des entreprises installées en France. Mais c'est vrai que quand les sièges et quand le centre de décision est très lointain, s'il n'y a pas de temps en temps un contact par Business France, par les bureaux Business France, ou bien des vérifications par les équipes locales que tout va bien, qu'il n'y a pas d'incompréhension et que les modernisations sont faites. Donc les entreprises en fait qui ferment et qui des chasseurs de subventions, vous n'en trouverez pas beaucoup. Et celles qui abusent, elles remboursent parce qu'il y a des dispositifs qui obligent les entreprises à rembourser si elles n'ont pas tenu les engagements qu'elles ont pris. Mais il ne faut pas négliger la nécessité d'accompagner dans la durée les investissements qui sont déjà là. Sur l'autre question, mais qui n'est pas simple non plus, c'est comment peut-on aider à l'internationalisation de la région. Donc il faut absolument que le tissu économique, donc les petites entreprises, puissent connaître l'international. Là, je reviens, j'étais effectivement à Dubaï, mais avant, j'étais à Abu Dhabi et j'accompagnais 10 entreprises du secteur équestre sur un événement très important dans la région. Et on voit bien nos entreprises, elles ont besoin qu'on leur tienne la main parce qu'elles doivent d'abord avoir un diagnostic export qui regarde quelles sont leurs capacités. Tout le monde ne peut pas aller à l'export. Ils doivent identifier les bons marchés. Donc, comment on accompagne avec la Team France Export, la CCI Grand Est, c'est d'abord de bien cerner le potentiel de l'entreprise, lui trouver des marchés, décrypter les marchés, l'aider à approcher les clients potentiels et ensuite passer la main potentiellement à d'autres acteurs qui pourront l'aider à se développer. Ça, c'est ce qu'on fait de façon très concrète à travers le programme France Export et aussi avec tout ce qui est en train d'être mis en place pour les entreprises de France 2030, ces entreprises innovantes qui doivent tout de suite monter en puissance à l'international. Sur l'attractivité, la Team France Invest, si on résume les 3 F qui sont à peu près les critères aujourd'hui de décision, il y a ce qu'on disait tout à l'heure, bien sûr, les financements qui peuvent entrer en considération. Il y a, comme Madame disait, la formation, déterminant. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises choisissent leur localisation en fonction de la capacité à trouver la main-d'œuvre. Main-d'œuvre qui n'est pas nécessairement une main-d'œuvre très, très qualifiée. Ce dont on manque, c'est des Bac+2, des gens qui font de la maintenance. Et Business France a mis en place en fait une cartographie de compétences avec l'aide de l'APEC, de Pôle emploi. On est capable aujourd'hui de donner des indications sur les salaires en fonction de la localisation. Et le 3e élément, c'est le foncier. Ce foncier, la grande chance du Grand Est, c'est qu'il a du foncier encore disponible. Toutes les régions n'en ont pas. Et ce foncier aussi, il faut rapidement pouvoir purger des procédures administratives. Donc il y a des sites clés en main. Bientôt, il y aura des sites France 2030. Ils sont parfois un peu longues et un peu millefeuilles. Et c'est pourquoi c'est important de réussir à purger avant de proposer aux investisseurs, notamment de ces fameuses fouilles archéologiques, les diagnostics, les enquêtes 4 saisons qui, comme leur nom l'indique, ça dure 4 saisons, donc ça dure potentiellement 1 an, mais il y a des façons aussi de travailler pour qu'on puisse anticiper avant que l'investisseur arrive, et puis bien sûr tout ce qui peut être faune-flore. Donc on aide avec ces différents dispositifs qui donnent de l'agilité, de la visibilité aux investisseurs pour qu'ils puissent visualiser à travers un outil qui s'appelle DataVis, en recherchant avec certains critères ce qu'il pourrait correspondre à son besoin. Et maintenant, le grand sujet, c'est quand même aussi le raccordement énergétique, travailler avec RTE sur les délais. Et la grande force, on parlait de l'IRA, mais la grande force de la France, c'est quand même d'avoir de l'énergie décarbonée. Et aujourd'hui, c'est ce que cherchent les entreprises. Elles doivent verdir leur portefeuille, elles doivent verdir leurs activités. Et aujourd'hui, le pays en Europe qui peut permettre ça, c'est la France. Et en plus, la France a une vision sur cette trajectoire de décarbonation qui fait qu'on est crédible.
Et c'est dans cette crédibilité-là, dans cette vision que les entreprises croient et nous font confiance. Alors, vision, vous avez raison, même si au début, il y a quelques années, on a manqué un peu de vision sur le nucléaire. Mais bon, il y a eu le discours de Belfort depuis du président de la République, dont tout est oublié. Madame Gris, oui. Sur la formation et sur l'emploi. Oui, excusez-moi, je voulais donner un peu de concret juste parce qu'avant la formation, parce que là j'ai entendu des choses, je me suis dit il faut quand même que je partage ça. Sur les subventions, je confirme qu'en fait on n'a jamais aucun projet qu'on fait parce qu'il y aura une subvention. À un moment donné, on se dit juste que ce serait peut-être une faute de gestion de ne pas se renseigner et de l'utiliser. Pour autant, je mesure aujourd'hui vraiment ce que vous disiez tout à l'heure, la concertation qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, on se disait s'il faut aller chercher une subvention, quelque chose, ça va être compliqué, on ne sait pas à qui s'adresser. Aujourd'hui, quelle que soit la porte d'entrée, que ce soit la région, BPI, Business France, on nous ramène au bon interlocuteur. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une concertation, c'est vraiment très efficace. Alors j'en profite du coup pour remercier la région parce que j'ai appris il y a 2-3 jours qu'on avait justement l'accord pour une avance en fait sur un vrai beau projet de relocalisation sur une filière du cycle où on se pose la question de pouvoir être un acteur peut-être pour demain. Donc on est au cœur du sujet de la mobilité douce qui est porté aussi par la région. Et du coup, il faut on a de la recherche et développement, il y a des coûts importants et on a eu cet accord d'aide sur une avance à taux zéro. On sait combien les taux aujourd'hui ont explosé donc, et les problèmes de cash qu'on peut rencontrer. Donc c'est vraiment une très, très bonne nouvelle. Pour illustrer aussi côté Business France, en fait, on a nous un jeune VIE en Allemagne donc, qui va finir son contrat et qui justement est allé pousser les portes des secteurs hors automobile sur un volontaire international en entreprise. Tout à fait. Donc, qui est sous contrat français et qui du coup est positionné en Allemagne pour ouvrir des portes, qui nous a fait d'ailleurs un beau projet sur le cycle pour essayer de nous apporter de la matière. Et puis on a aussi, déjà il y a quelques années, on vient de le réactiver, fait une étude de marché avec Business France et c'est là où je mesure quand même l'expertise qu'il y a dans cette organisation, puisqu'en fait, il y a des experts dans tous les pays. Nous, on se posait la question de se dire, est-ce que demain, Grey Group est capable de s'imposer sur un marché américain, par exemple? Et si oui, où est-ce qu'il faudrait se positionner? Et on a eu des gens en visio qui sont basés au Mexique, au Canada, aux États-Unis, et qui nous rapportent clairement l'état du marché et qui nous font une étude qui au demeurant, conclut que, étant donné la géographie de ces pays-là, potentiellement, on a notre place et il n'y a pas que des gros mastodontes installés. Est-ce qu'on a envie d'y aller? Ça, on est OK. On est très français et on est bien en Lorraine aussi. Donc, tant qu'on peut rester là, c'est bien. Et d'ailleurs, même pour parler de ça, la délocalisation qui a été demandée à des entreprises comme la nôtre il y a des années, des gens comme Renault qui voulaient qu'on s'installe en Russie, le temps des pays low cost, il fallait que les achats soient implantés, viennent de pays low cost, on s'était implanté en Slovaquie, tout ça. Avec depuis longtemps. Sur la formation et sur la recherche de main-d'œuvre, vous avez besoin de main-d'œuvre qualifiée. Alors, on a besoin de main-d'œuvre qualifiée, technique, machine. C'est-à-dire que ce n'est pas que de l'ingénierie. On reste une Donc, comment est-ce que vous travaillez avec la région Grand Est? Quels sont vos besoins, à la fois en matière d'emploi et en matière de formation? En fait, aujourd'hui, on a besoin de mécaniciens, parce qu'après, c'est des gens qu'on va former sur nos propres machines. Mais même ce qui est dommage, en fait, c'est que les structures existent. Le CFAI, par exemple, via l'UMM, des écoles et des IUT. Mais ça manque de candidats, en fait. C'est ça et c'est pour ça que le sujet, il est vraiment dans la valorisation de l'industrie. Et moi, je veux dire, au sein de BPI France et des programmes accélérateurs, par exemple, on se rend compte beaucoup. Il y a tellement d'industriels, mais tellement engagés. Et en fait, si demain, les jeunes veulent agir pour la planète, c'est dans l'industrie qu'il faut venir. Il y a pas, on s'est déjà réinventé. C'est-à-dire que la réindustrialisation, peut-être il y en a encore certains, mais honnêtement, aujourd'hui, on a des belles usines. Les usines sont propres. On a fait beaucoup de travail aussi sur la sécurité, sur les risques psychosociaux, sur les ports de charge, etc. Donc, même si on tourne sur le sujet, par exemple, des femmes, aujourd'hui, une femme peut venir chez nous travailler sur n'importe quelle machine parce qu'on ne porte plus les outillages comme on portait par le passé. Donc, la compétence, nous, on est prêt à former. Maintenant, il faut que les gens aient envie de travailler aussi et puis qu'on montre qu'on ouvre nos portes. Et c'est vrai que du coup, on passe beaucoup de temps, nous, à essayer de faire des visites d'entreprise et à prendre du temps
qui n'est pas du Mais temps c'est parce business que pour ça. l'industrie continue d'avoir une image un peu compliquée ou parce que c'est aussi une question de salaire? Vous disiez parce qu'il Non, faut aussi alors- avoir envie de travailler. Oui, les salaires sont plutôt bons. Alors, vous savez, là, pour ceux qui savent, pour l'industrie, on est en train de basculer sur la nouvelle convention de la métallurgie, donc un petit peu dans le dur. De l'UIMM. L'UIMM, tout à fait. Par exemple, pour notre groupe, sur le site français, la rémunération de départ, c'est 25% au-dessus du SMH, du salaire minimum hiérarchique. Donc, on est largement au-dessus de ce qui se fait dans beaucoup d'autres métiers. Mais ça ne se sait pas. Et ça, je vous dis, c'est la porte d'entrée. Derrière, on essaye, à notre échelle, d'avoir un plan de carrière et de proposer aux gens de progresser. Mais je pense que c'est quand même beaucoup de méconnaissance, vraiment. Franck Leroy, c'est aussi à la région de faire savoir, d'accompagner, former. De plus en plus. Ouais. De plus en plus, parce qu'on a hérité il y a quelques années, il y a 4 ans, de la compétence orientation. L'orientation, ça commence grosso modo à la fin du collège. Le fameux stage de 3e, il doit avoir pour rôle d'élargir le champ d'investigation des jeunes. Il y a un certain nombre d'études qui ont été faites qui montrent que beaucoup de jeunes connaissent en tout et pour tout une dizaine de métiers. Des métiers classiques, policiers, gendarmes, pompiers, et les métiers de leurs parents. Mais ils ne connaissent pas la plupart des métiers, et encore moins les métiers de demain. Or, on vit une période de transition extrêmement importante, les métiers du numérique, les métiers de l'industrie. Longtemps, on a aussi dit en France qu'il fallait qu'on ne soit plus une terre d'industrie et que les services, c'était le top du top. On est quand même historiquement un pays industriel, et il y a un moment où le courant dominant, c'était de se dire, de dire à ses enfants, l'industrie, c'est sale, ça sent mauvais. On se souvient même, président voilà. Leroy, de grands patrons de l'industrie française. Par exemple, M. Tchuruk, qui avait conceptualisé le Faberless, c'est-à-dire la France sera un pays sans centre de production, sans bien usine. Sûr, bien sûr. On fera fabriquer dans les pays lointains low cost, pour reprendre votre expression, et nous, on aura une activité de service. On s'est rendu compte en 2020, quand le monde s'est arrêté, que sans un certain nombre de pièces, on avait beau conserver les savoir-faire en France, on était devenu dépendant de pays lointains. Donc cette phase de réindustrialisation est nécessaire, et en même temps, il faut rappeler à nos concitoyens, et aux plus jeunes notamment, que la plupart des solutions pour l'avenir viendront de l'industrie. J'allais dire viendront de l'industrie et de l'agriculture, curieusement. Parce que, par exemple, si on veut demain décarboner un certain nombre d'usages, sortir des énergies fossiles, on sait faire de la chimie verte qui sait remplacer la chimie pétrolière. On sait faire des carburants d'origine végétale, là où on pensait que les carburants étaient forcément d'origine fossile. C'est la même chose dans le domaine économique. J'en veux pour preuve les derniers succès qu'on a eus sur Chose France dans la région. Holosolis, premier fabricant européen de panneaux photovoltaïques. Donc on est à la fois dans de l'industrie, mais dans l'industrie de demain, pour un monde plus propre et plus sobre. Le projet, alors qu'on appelle Parks, qui est du côté de Saint-Avold, ou le projet Carbios, qui est en Meurthe-et-Moselle, qui sont des projets émergents sur l'économie circulaire, en l'occurrence le recyclage à l'infini du plastique. On sait très bien que si on n'opère pas ce virage sur le plastique, qui pollue nos océans aujourd'hui, on va vers une catastrophe en termes de biodiversité. Demain, aujourd'hui, on sait déjà recycler le plastique à l'infini. C'est-à-dire d'une bouteille d'eau, vous faites un jogging, et d'un jogging, vous faites une bouteille d'eau. Parce que vous arrivez à décomposer le déchet plastique, à le faire revenir au polymère d'origine, et vous en faites ce que vous voulez à l'infini. Et ça, c'est des technologies canadiennes avec une industrie coréenne et un spécialiste du déchet en France qui est Suez. Voilà. Ce sont des industries de demain. Et si ces entreprises ont choisi le Grand Est, c'est parce qu'on sait assumer et un discours de réindustrialisation et un discours de réindustrialisation autour des énergies et des industries de demain. Et je pense que c'est aussi une ambition qu'on assume parfaitement. Alors la question, pour revenir à la question de l'orientation, elle est fondamentale parce qu'il faut donner envie aux jeunes aujourd'hui. Vous savez, on le dit tous sous des formes différentes, mais c'est vrai que depuis quelques années, ça s'est accentué avec la période Covid. On dit beaucoup que les jeunes sont en recherche de sens. Ils ont moins d'appétence pour le travail, mais par contre, donner un sens à leur vie compte beaucoup. Et ben, à nous d'inventer des carrières qui donnent du sens et qui en même temps permettent à des jeunes de se projeter dans un avenir professionnel. Et ça commence dès la 3e.
Je veux dire par là, j'ai un exemple en tête que je répète souvent, mais il est assez démonstratif. Pas très loin d'Épernay, au sud d'Épernay, il y a une entreprise qui s'appelle Axon Cable, qui est une entreprise qui fabrique des câbles en milieu rural, parce que le chef d'entreprise ne voulait s'installer nulle part ailleurs qu'en monde rural. Il compte aujourd'hui 850 salariés dans son canton et environ 2000 salariés ou 2000 salariés dans le monde. Et il sait très bien, lui, que pour attirer les jeunes du secteur vers l'industrie, il faut dès la troisième s'en occuper. C'est-à-dire que lors du stage de troisième, il accueille 4 classes de collège avec les enseignants pendant une semaine dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils sont hébergés dans l'entreprise quasiment. Et il leur raconte l'histoire de l'industrie, les grandes conquêtes de l'industrie. Il se trouve que cette entreprise, elle est à la fois dans le cœur artificiel, et elle est en même temps sur le petit véhicule qui circule sur Mars aujourd'hui. Et quand vous racontez pendant une semaine avec les professeurs ce que l'industrie nous a apporté, ces grandes conquêtes industrielles françaises, ça met des étoiles dans les yeux. Il sème des petites graines. Et il sait très bien qu'à la fin des terminales, il y a peut-être un tiers ou la moitié de ces jeunes qui vont se dire « Moi, l'industrie, ça m'a fait rêver, et demain, j'irai dans l'industrie. » Alors, j'allais dire, chaque entreprise a cette faculté de faire visiter l'entreprise, d'organiser ce stage de sensibilisation. Je pense que si c'est bien fait, à chaque fois, à chaque fois, on sème des petites graines qui demain vous permettront de changer l'image de l'industrie et d'attirer des jeunes, parce qu'on en aura besoin. On en aura besoin pour 2 raisons. D'abord parce qu'on va créer de l'emploi dans l'industrie, mais qu'on a aussi des départs en retraite massifs qui se préparent. Et si les départs en retraite ne sont pas compensés par l'arrivée de jeunes travailleurs dans ces entreprises, on aura demain un problème important. Marie-Cécile Tardieu, j'aimerais que vous nous fassiez profiter collectivement de votre vision globale du business. Le président Leroy évoquait la grande crise de Covid de 2020 avec l'atelier du monde, l'Asie, où on s'est aperçu qu'on était d'une dépendance folle sur les vaccins, sur les masques. Bon, alors j'ai envie de dire, tout a changé, mais rien n'a changé. Mais on nous parle de réindustrialisation. On a parlé des investissements directs étrangers, mais au poste qui est le vôtre, est-ce qu'on peut dire que la France se réindustrialise ou bien qu'elle se mono-industrialise? C'est-à-dire qu'il y a des secteurs dans lesquels on fait revenir les entreprises et des secteurs dans lesquels on ne fera jamais revenir les entreprises. Et je pense par exemple aux laboratoires pharmaceutiques où on sait que c'est extrêmement compliqué. Est-ce que la France, Madame Tardieu, se réindustrialise? Oui, très clairement. On a dans les projets que nous accompagnons un quart de projets de production qui sont vraiment des projets qui nous permettent de dire qu'on a une hausse de l'industrie et donc on peut parler de réindustrialisation. Moi, je vous dis, je préfère le terme néo-industrialisation parce qu'on ne va pas avoir aujourd'hui des entreprises dans des segments. Alors, je ne parlerai pas de secteur parce qu'en fait, tous les secteurs vont être couverts. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait dans un secteur aujourd'hui? Vous avez la mode qui est potentiellement le textile, un secteur intéressant, mais on ne va pas aller faire de la mode qui soit à bas coût. Vous avez par contre d'énormes potentiels dans le textile industriel, dans le textile technique. Et si on reprend les vélos, c'est une filière qui m'est chère parce qu'on dit aux Français de faire du vélo, on importe 80% de nos vélos. Enfin, on marche un peu sur la tête. Donc il faut absolument qu'on produise des vélos en France. Le vélo à 150 € que vous trouvez chez Decathlon, il est produit au Portugal sur des très grandes chaînes. On ne va pas produire ce vélo-là en France. Mais aujourd'hui, le vélo, c'est le vélo électrique à haute valeur. Et on a tout à fait nos chances de produire ce genre de vélo en France. Donc il faut qu'on arrive à concevoir de nouvelles chaînes de valeur, de nouvelles façons de produire, de l'injection plastique éventuellement pour les cadres, repenser le monopole de Shimano sur les accessoires. Mais on a aujourd'hui potentiellement... Shimano, pour moi, c'est les dérailleurs, non? Oui, les Japonais. Oui. Mais on peut tout à fait, sur le vélo auquel on avait renoncé, aujourd'hui, repositionner les entreprises françaises. Il y en a dans le Grand Est. Il y a 3 clusters vélos aujourd'hui, que ce soit Cara en Aura, Sigo à Nantes et le Vélo Vallée dans le Gers. Donc on peut tout à fait. Par contre, on n'ira pas, ça c'est certain, sur un certain nombre de segments qui ne sont pas pour nous. Ce qui est très intéressant, et ce que moi j'observe, c'est que, par exemple, l'autre jour, j'ai une entreprise qui me dit, moi je faisais en Bulgarie, des petits appareils pour des boîtiers électriques. Pourquoi est-ce que je déplace donc une entreprise suisse, je déplace de Bulgarie en France? D'abord, parce que l'inflation des coûts en Europe de l'Est est telle qu'aujourd'hui, ce n'est pas si intéressant. Deuxièmement, la qualité est moindre qu'en France, donc j'ai tellement de pertes que ça devient encore moins intéressant.
Troisièmement, je commence à réfléchir en coût complet parce que moi, je dois quand même compter le transport et mon client qui va assembler, il est en fait en France. Donc, je dois aller et me rapprocher de mon client et d'un écosystème qui rendra finalement le gap peut-être un peu plus élevé en France du coût de production, pas si dramatique. On a ça qu'on observe. Deuxièmement, j'ai des entreprises américaines qui me disent, vous les Français, en fait, vous êtes en avance des tendances. Vous avez un souci sur le bien-être, vous avez un souci sur l'écologie, vous avez un souci sur l'économie circulaire. Et j'observe que si je développe un produit, une lessive, des couches, des produits d'hygiène, si je les développe en France, en fait, ensuite, ça va devenir des marques qui vont marcher dans le reste de l'Europe. Donc voilà pourquoi oui, parce on peut que dire... tous les standards ont été additionnés. C'est ça. Ouais. Et en fait, voilà pourquoi on ne peut pas dire on peut pas parler de secteurs. Il faut regarder de segments au sein de ces secteurs sur lesquels on a des avantages compétitifs, mais très clairement, il va falloir travailler la formation, il va falloir travailler l'innovation. C'est pour ça qu'on a des dispositifs comme le crédit impôt recherche qui sont particulièrement intéressants parce qu'ils permettent d'attirer la recherche. Et il faut qu'on arrive, et c'est un peu la logique de France 2030, à passer de la pure recherche où les gens font la recherche en France et puis après ils vont produire ailleurs, à avoir le pilote, à avoir les premières proof of concept et puis se dire, voilà, on va faire remonter finalement ce que nous on dit dans un mauvais français, du lab au fab en fait. Donc c'est vraiment pour cela que nous on est plutôt confiants de notre capacité à aller chercher ces segments. Alors avant on essayait d'attirer de façon un peu globale tout le monde. Maintenant il faut aller chercher précisément un certain nombre d'entreprises qui peuvent nous aider à finalement à compléter notre chaîne de valeur. Et je voudrais juste ajouter un mot sur un point. Il n'y a pas que l'industrie et les usines auxquelles il faut faire attention, et je sais que le Grand Est est particulièrement attentif à ça. Il y a la logistique. Croire qu'on peut avoir des usines sans avoir aucun appui logistique derrière, ça c'est une illusion. Et si vous regardez les comparaisons internationales, notamment celles faites par EY, sur l'accueil des projets logistiques, on est très très mal placé. Les Français, quand ils entendent parler de logistique, ils disent ça, j'en veux pas, c'est pas chez moi. Il n'y aura pas d'industrie sans logistique. Donc là, il faut vraiment prendre conscience que peut-être que certains qui font de la logistique ont besoin de rénover leur modèle économique et autres, mais c'est fondamental. Donc nous, on travaille beaucoup avec les ports, on travaille avec les différents acteurs de la logistique, mais je voulais le dire parce que c'est vraiment fondamental aujourd'hui. Si on veut réindustrialiser, si on veut néo-industrialiser, il faut absolument qu'on accepte que derrière, il y a de la logistique. Céline Gris, une question peut-être sur, on a parlé de qualité, de savoir-faire. Vous avez cette double vision, française et allemande. Il y a un savoir-faire français dans la région de Lorraine où vous êtes implanté. Il y a un savoir-faire différent allemand. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Je pense qu'en fait, on est très germanique en Lorraine et on se ressemble beaucoup. Je pense que peut-être. Qualität. Ouais. En fait, j'aimais beaucoup là ce que vous venez de dire parce que j'entends le mot premium, c'est-à-dire la France est un pays qui fabrique du premium, qui a envie de fabriquer du premium. Et je réfléchissais en me disant, c'est vrai que nous, on fait une petite pièce, une petite rondelle, enfin bon, un petit composant mécanique, mais souvent on me dit, mais c'est dingue, comment on peut faire une activité de 50 millions qui a 40 ans d'existence sur une petite rondelle. Et effectivement, le produit d'origine, c'était la fixation lambda qui est asiatique aujourd'hui. Ils achètent de la matière, pas du tout le même prix, on n'est pas compétitif, mais parce qu'aujourd'hui, nous, on fait du premium. Aujourd'hui, on n'est pas vraiment en frontal, par exemple, de l'Asie ou de l'Inde, parce qu'en fait, on est sur des pièces qui ont des tolérances serrées, qui ont un niveau de qualité, etc., qui n'a rien à voir. Donc, on est sur un marché de niche différent. C'est pour ça qu'aussi le sujet secteur est différent. Quand je suis avec des partenaires autour de nous qui sont dans l'automobile aussi, en grande partie, on ne vit pas la même chose parce que selon le mix produit qu'on a, selon ce qu'on fait et les fonctionnalités de nos pièces, on peut être complètement décorrélé d'un marché qui va bien ou qui ne va pas bien. Notre cas, par exemple, on a un gros marché, des gros marchés avec le trucks. Le camion n'a pas du tout subi la même chose que l'automobile post-Covid, quoi. Donc pour en revenir au niveau qualité, il y a vraiment, je pense, une efficience en Lorraine, en tout cas dans l'état d'esprit, une façon de travailler qui est très proche et très similaire de l'Allemagne, et ce qui fait qu'on travaille tous très bien ensemble. Et je pense que si on était je sais pas, à Marseille ou à Bordeaux, même s'il y a des entreprises très très bien, on aurait une vision différente et une manière de travailler différente.
Franck Leroy, je vais vous laisser la parole à la fois pour conclure et répondre à ma question avant de demander à la salle s'ils ont des questions, sinon on se retrouvera après autour d'un verre. Il y a eu cette réforme des régions voulue par François Hollande, vous vous en souvenez. Alors bon, peut-être que le coût pour l'État n'est pas neutre, voire il est même un peu supérieur à ce qu'on imaginait, puisqu'il s'agissait de faire des économies. Mais si on prend stricto sensu la réforme des régions, quel impact cette réforme a eu sur le plan économique? Vous nous avez dit tout à l'heure, c'est les régions plus importantes, et Dieu sait que la région Grand Est est importante. Est-ce que vous diriez que ça a facilité les échanges entre régions? On vous prend davantage au sérieux, un peu, puisqu'on parlait de l'Allemagne comme les Länders en Allemagne, où vous avez des régions qui sont quasiment des régions d'État, où vous êtes un État dans l'État. Qu'est-ce que vous diriez sur le plan économique, pas sur le coût pour le budget français? Alors on nous prend davantage au sérieux, c'est une évidence. D'abord parce que l'État a moins d'interlocuteurs en territoire. Quand vous avez 13 régions métropolitaines, c'est peut-être plus facile de travailler avec 13 régions qu'avec 22. Ensuite, on va parler énergie. Quand on se présente devant le président d'EDF, il a en face de lui des présidents de région qui pèsent 5 millions, 6 millions, 7 millions d'habitants, 12 millions d'habitants à Paris. Donc voilà, c'est des interlocuteurs incontournables. Même chose pour la SNCF. SNCF, quand il voit le président de la région Grand Est, il a 5,5 millions d'habitants en face de lui. Donc quelque part, on n'est plus en situation de dépendance et de faiblesse par rapport aux grands donneurs d'ordre. Je ne veux pas dire non plus qu'on discute d'égal à égal, mais en tout cas, on est beaucoup plus pris en considération. Ensuite, j'associe les grandes régions avec la loi NOTRe. C'est-à-dire que hier, il y avait dans tous les départements, dans les EPCI, mais dans tous les départements des agences de développement économique, dans les régions aussi, ce qui fait que pour la personne qui voulait faire du développement endogène, il y avait un tas d'interlocuteurs avec autant d'aides par niveau de strate administrative qui fait que c'était une complexité rare. Aujourd'hui, il y a un interlocuteur principal sur tout ce qui est aide aux entreprises, c'est la région. La région travaillant avec BPI, travaillant avec l'ensemble des acteurs de la sphère publique nationale pour aider les entreprises à se développer. Et quand on va chercher des investisseurs étrangers, c'est pareil. Il n'y a pas la foire d'empoigne dans une même région où chacun se bat d'un pays, d'un territoire à un autre. Il y a un acteur de référence qui est la région, qui travaille avec les territoires, qui sait exactement et de mieux en mieux quels vont être les besoins en termes de surface, en termes d'accès à l'énergie, d'accès à l'eau, de sites prêts à l'emploi. Voilà, on arrive aujourd'hui à mieux gérer cette logique d'implantation qui fait qu'on est beaucoup plus efficace. Et ce que je dis là pour la région Grand Est, Laurent Wauquiez peut en dire autant pour la région Hauts-de-France ou Carole Delga ou Alain Rousset pour la région Nouvelle-Aquitaine ou Occitanie. Je veux dire par là qu'on a maintenant une puissance, une capacité, un professionnalisme, comme l'État a développé son professionnalisme en matière d'accueil des entreprises et de détection des entreprises qui ont un potentiel export avec Business France, les régions ont fait le même effort et ont été aidées par la réforme territoriale. Donc quelque part aujourd'hui, on est beaucoup plus professionnel qu'avant, on est beaucoup moins dispersé, on est beaucoup moins concurrent sur un même territoire. On n'a pas le département qui cherche à tout prix à venir annoncer une annonce ou un contact avec une entreprise que la région, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un acteur localement. Et quelque part, ça sert la cause de la région, ça donne beaucoup plus de crédibilité à la démarche française, qu'elle soit nationale ou qu'elle soit régionale. Et je pense que les résultats qu'on a aujourd'hui en termes d'attractivité, c'est le fruit de ces différentes réformes. Il faut savoir le reconnaître. C'est une réforme de Hollande, mais je trouve que pour le coup, c'était bien pensé. Et contrairement à ce que vous pensez, ou ce que vous avez dit tout à l'heure, les motivations de la réforme, ça a été dit par Vallini, qui avait dit, à mon avis, par erreur, que l'objectif, c'était de faire des économies. Pas du tout. Le texte de loi stipulait à l'époque que c'était pour permettre d'avoir des régions plus puissantes pour porter des politiques publiques. L'objectif, c'était pas que ça coûte plus cher. Pour porter des politiques. C'est que c'était pas que ça coûte plus cher. Pour porter des politiques publiques beaucoup plus structurantes et efficaces. Et pour le coup, l'objectif est atteint. Président Leroy, je voudrais vous poser une question d'actualité pour terminer, avant de passer la question à la salle. Vous avez vu que la taxe d'habitation a été supprimée. Souvent, les maires se sont refait la cerise parce qu'évidemment, l'État décentralise, mais sans donner les moyens sur la taxe foncière. Et là, il y a tout un débat, je ne sais pas si vous l'avez vu, autour de la carte grise. La carte grise, son prix est en train d'augmenter, voire de flamber. En Normandie, Hervé Morin a annoncé une hausse de 31%. 31%. Est-ce que dans la région Grand Est que vous présidez, la carte grise au 1er janvier 2024 va coûter plus cher? Non. Pas un euro de plus.
Donc Parce vous qu'en n'avez fait, pas de baisse non, de TVA et je vous vais n'avez être pas de frais de honnête, parce structure. qu'on avait fait l'augmentation avant. Mais je veux dire par là qu'on l'avait fait plus modérément et avant. On s'était fait critiquer à l'époque. Mais la difficulté de la ressource sur la carte grise, c'est que c'est la troisième ressource pour une région. Hein. Oui, mais c'est un peu une ressource du monde d'avant. C'est une Oui, ressource bien fondée sûr. sur le carbone. Oui. Or, aujourd'hui... oui, enfin, si vous avez une voiture électrique, il y aura sans doute quand même une carte grise. Non, il n'y a pas la TICPE. Ah non, les, véhicules électriques sont, bien sûr. les véhicules électriques sont exonérés. Oui. Donc, si vous voulez... Oui, mais quand vous vendrez votre voiture électrique, vous paierez bien quelque chose à quelqu'un quand même. Si vous me vendez votre voiture électrique, oui. Même si c'est plus de l'énergie fossile directement, que c'est une énergie électrique, nucléaire ou autre, quand je vais devenir propriétaire, il faudra bien que j'ai un acte qui sera sans doute imposé. Oui, oui. Mais on est sur des coûts d'abord relativement modiques. Très bien. On a fait cette augmentation il y a 2 ou 3 ans. On l'a fait beaucoup plus modérément que le font des présidents de région aujourd'hui, parce que la situation a changé. Je veux dire, aujourd'hui, quand on a augmenté le prix de la taxe, on l'a fait à un moment où on avait une TVA à côté qui se portait bien. Oui, mais là, aujourd'hui, la TVA étant beaucoup moins bien importante, du coup, l'augmentation et la majoration des taxes sur les cartes grises est beaucoup plus forte dans les régions. Maintenant, j'allais dire, il y a les stratégies qui, entre nous soit dit, entre les régions qui taxent le plus la carte grise et celles qui le font le moins, ça se joue à 7 ou 8 euros. Donc c'est vraiment, j'allais dire, dans le peloton est groupé. Bon. Et donc c'est pas, là aussi, un facteur de discrimination d'une région à l'autre. Acheter un vélo. Les gens ne vont pas, parce qu'il y a une augmentation importante en Normandie, se dire ma voiture, je vais l'acheter et l'immatriculer dans une autre région. Non. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup, mesdames. Je pense qu'on peut vous applaudir.